Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1008. Et ce chapitre 1008, il faut qu'on en parle. Franchement, il faut qu'on en parle. Et cette vidéo, encore une fois, risque d'être longue. Donc, préparez-vous, installez-vous bien. Parce que je sais pas si je suis le seul. Mais je trouve que Eiichiro Oda, dans ce manga, enfin surtout dans ce chapitre, il a un tout petit peu rushé. Ça fait super longtemps que je vous en parle. Mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, Eiichiro Oda est en train de rusher à fond son manga et on a même l'impression qu'il doit se dire « Ok, j'ai 46 ans, j'ai encore beaucoup de choses à raconter, il faut plus que je fasse comme avant, il faut plus que je prenne mon temps et il faut que j'avance à fond pour pouvoir terminer One Piece. » Un chapitre comme on vient d'avoir, normalement, à une époque pas si lointaine, normalement, il aurait dû être fait au moins en 2 chapitres. Je sais pas si c'est moi, encore une fois, les commentaires sont là pour le dire, mais j'ai l'impression que que ça a été rushé, qui nous a amené toutes les informations. Des fois, c'est tombé comme ça, et on se dit, mais what? Et en un sens, la réaction live que j'ai fait, je suis comme ça, c'est-à-dire que je lis quelques pages, je me prends des trucs dans la gueule, je me reprends des autres trucs, et il y a eu beaucoup trop. Et en un sens, c'est bien parce que ça fait avancer l'histoire, mais d'un autre côté, on se dit, oh, prends quand même ton temps de nous raconter l'histoire comme tu le faisais avant. On va reprendre ce chapitre comme j'ai l'habitude de faire, page par page, et on va parler déjà d'une première chose, ce retour d'Oden. On a fait plein de théories, il y a eu plein de théories, c'était un truc de taré, et comme souvent, l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Et en un sens, comme je vous ai fait justement toutes le florilège des théories qu'il y avait, je vous avais dit qu'à 99%, c'était le retour de Kenjuro. Même si, pour moi, je vois toujours une sorte de rédemption au niveau de Kenjuro, et donc dans la théorie que j'avais fait, je pensais que Orochi était vraiment mort, et non, Orochi n'est pas mort. Ça aussi, on va en reparler juste après, même si, en un sens, c'était tellement évident que moi, en un sens, je ne voulais pas le croire, parce que je voulais un moment que quand même Eiichiro Oda nous surprenne, mais ça, on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Le fait que ça soit Kenjuro qui vienne, et le traitement, cette mise en action, et c'est aussi cette mise en abîme par rapport à nous, lecteurs, je trouve que elle était bien faite. La crédulité de nous, lecteurs, qui, à un certain moment, au fond de nous, même si on savait que il y avait énormément de chances que ce soit un dessin de lui, on avait ce désir au fond de nous où c'est peut-être Oden qui est revenu. Et en un sens, les fourreaux rouges qu'on a, qui sont en train de pleurer, qui se voilent, en un sens, la face, c'est nous, les lecteurs. Il y en a toujours un qui dit mais non les gars, réveillez-vous. Oden ne peut pas être là parce que par rapport à l'utilisation du pouvoir de Toki, et c'est aussi ce que je vous avais dit, il y avait quand même un problème avec ce pouvoir. Le seul truc, c'est comme une sorte d'écho qui aurait pu être, que ça peut être une sorte de fausse matérialisation. C'est pour ça qu'on était parti sur justement le fantôme. La personne en tant que telle de Oden n'était pas possible. Il y a cette action qui se fait justement, et en un sens que ça soit seulement, entre guillemets, que Kanjuro, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas apprécié ça, en un sens, ça va me permettre de parler de quelque chose que j'ai eu énormément peur si ça avait été Oden. Il y a un truc qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire que quand on va regarder une œuvre, que ça soit de l'heroic fantasy, que ça soit un manga, que ça soit de la science-fiction, on sait que ce n'est pas réel, mais on accepte ce monde parce qu'on sait qu'on est dans une œuvre. Cependant, l'œuvre est quand même régie par certains codes, parce que dans notre cerveau, on n'accepte pas tout. On accepte que s'il y a des limites et que s'il y a des barrières. Eiichiro Oda, on connaît les codes qu'il a mis en place, on connaît les fruits du démon, on accepte les pouvoirs du fruit du démon, on a accepté à un moment, parce que ça a été assez bien amené, même s'il y a eu quelques petites erreurs dessus, au niveau du haki pour contrebalancer justement ce pouvoir des fruits du démon. On accepte une certaine technologie dans ce monde de pirates, parce que il y a des choses
qui ont été mis en place qui permettent de toujours rester dans les codes. Sauf que Eiichiro Oda, il nous a placé un code à mort dans un flashback, et je reviens encore sur Sabo. Sabo, dans le flashback, on ne voit pas son corps flotter sur la mer. On ne voit qu'un chapeau, mais on ne voit pas Sabo. La mort de Sabo n'a jamais été actée par Eiichiro Oda, parce qu'encore une fois, il y a un code où on ne voit pas la personne mourir. On subodore la mort de celui-ci, mais elle ne nous est pas montrée par Eiichiro Oda. Donc, encore une fois, quand vous m'avez dit la dernière fois, Sabo, il y a un problème, non, il n'y a pas de problème avec Sabo. Les morts dans les flashbacks sont des morts morts. Contrairement à des morts dans le présent, où on se pose toujours la question de « ils vont peut-être revenir ». Et là, en un sens, ça a été un véritable gag dans ce chapitre. Si Oden était venu réellement par le pouvoir de Toki, ou par... Je parle pas du fantôme, je parle vraiment de Oden qui vient réellement et qui va aller combattre avec les fourreaux rouges Kaido, là, on aurait cassé la suspension d'incrédulité. Pourquoi ? Parce que c'est un code qu'a mis Eiichiro Oda en place depuis 20 ans qui aurait complètement volé en éclats. Et en un sens, cette chose-là est vraiment excellente par l'interprétation d'Ashura Doji qui dit « Mais réveillez-vous, vous connaissez comment il est, c'est sûr et certain que ça ne peut pas être ce que certains d'entre vous espéraient. » Sauf que, on arrive sur un truc où il y a Ashura Doji qui est en train de se sacrifier, on a Oden qui va se faire exploser parce que pourquoi ? Kenjuro, il est encore mauvais, et en un sens, c'est toujours dans la construction de ce personnage, c'est-à-dire que ce personnage, c'est quelqu'un qui joue une comédie du début jusqu'à la fin, et il veut carrément ce final. Sauf que Kenjuro, encore une fois, à un moment, on pensait qu'il était mort, mais encore une fois, les morts avec Eiichiro Oda, on en a assez parlé juste avant, eh bien, ce Kenjuro, les fourreaux rouges, il donne une explication en plus, il donne une explication en plus, Eiichiro Oda, c'est-à-dire qu'il y a Ashura qui dit, on l'a blessé, mais on n'a pas osé l'achever, parce que c'est quand même un compagnon. On voit encore, en un sens, l'opposition entre les fourreaux rouges et le clan Kuruzumi. Eux, c'est le machiavélisme à l'état pur. C'est-à-dire que là, moi, je désespère carrément de voir une sorte de bon retournement au niveau de Kanjuro. Maintenant, c'est carrément fini. Il a toujours ce but de aller tuer Momonosuke et de réduire à néant le clan Kuzuki. Et il y a aussi là un truc qui est vraiment dingue au niveau du pouvoir de Kanjuro, c'est le fait que le faux Oden, qui est un dessin, il a des bombes et il arrive à faire exploser. C'est un pouvoir qui est absolument dingue. On est au-delà du dessin. Là, il y a une alchimie qui est mise en place par rapport aux ingrédients de la TNT pour que ça explose. Ce pouvoir qu'il a, il est quand même dingue, parce qu'on rappelle bien qu'il avait le pouvoir de dessiner et de donner vie à des objets, mais là, c'est carrément de l'alchimie. De ce fait, on a Ashura Doji qui est en train de se sacrifier pour sauver les fourreaux rouges, pour qu'ils aillent aider Momo contre Kanjuro. Sauf que ce sacrifice, qui est semblable à celui de Pedro, ici, malheureusement, ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas ? Parce qu'on se dit au fond de nous, c'est pas un sacrifice. Ashura Doji, c'est un gros bestiau, il va se foutre du haki et il va supporter l'explosion. Pedro, lui, on savait qu'il était à la fin de sa vie, qu'il avait presque plus d'espérance de vie, et son sacrifice avait un écho au fond de nous. Il est venu nous chercher. On a eu une tristesse de la mort de Pedro à travers les yeux de Carotte, à travers le message qu'il a délivré. Là, ici, ça marche pas. Il y a un truc que je pensais par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que là, on a Ashura Doji qui est en train de se sacrifier. Après, on a Jack qui arrive. Et là, il y a Inuarashi qui dit « Les gars, allez-y, je m'occupe de lui ». Chose que j'arrive pas à comprendre par rapport à Nekomamushi. Normalement, Nekomamushi et Inuarashi, ils devraient quand même combattre Jack. Là, c'est un petit peu comme les films, le 1, le 2, le 3. C'est-à-dire que le 1, c'est sur Zoo, tu as le début du combat. T'as l'épisode 2, Jack le retour avec Inuarashi Nekomamushi en mode Sulong qui combattent. Et là, on a l'épisode 3, le final, la revanche. Où là, il va vraiment se passer le truc. Et je ne comprends pas que Nekomamushi ne reste pas. Donc Nekomamushi part, les autres disent à Inuarashi, ok, c'est bon garçon, tu peux rester. Et là, il y aurait pu avoir une tension. Il y aurait pu avoir une tension et se dire, waouh, il y a le premier fourreau rouge qui est mort, Ashura Doji, et là maintenant il y a Inuarashi qui va être tout seul et il va se sacrifier.
il va aller tuer Jack et il va mourir avec lui. Et on va arriver un petit peu sur chaque truc qui va se passer où il y a un fourreau rouge qui va rester contre un différent ennemi et il va mourir. Un petit peu comme les chevaliers Zodiac où ils vont monter l'escalier et à chacune des maisons, il y a un chevalier qui va mourir. Sauf que non, là, il y a Athéna en forme d'Oda qui va dire « Mais non, mais vous inquiétez pas, ils sont pas morts. » En un sens, cette gestion des morts est en train de devenir trop. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des morts, peut-être que faisant partie de cette ancienne génération, les fourreaux rouges, ils vont mourir, mais sauf que non, on est dans One Piece et Oda n'arrive pas à tuer ces personnages. Et en un sens, comme je l'ai dit au début, ça fait partie des codes qui ont été mis en place par Eiichiro Oda, mais il y a un sentiment de trop. Et là, il y a Jack qui arrive, il y a Inuarashi qui dit « Ok les gars, je reste là, vous partez ». Il y a le petit échange de dialogue en disant « Ouais, toi t'es un handicapé, et en plus il n'y a plus la lune ». Puis là, il y a Inuarashi qui dit « Oui, mais il n'y a plus de poison, donc là, on va vraiment se battre à la loyale. Est-ce qu'on peut se battre à la loyale contre Jack ?» Et il y a cette chose qui arrive, et tout de suite, bam, on est balayé sur autre chose. On a l'arrivée en 1, 2, 3 cases de Orochi. Alors, j'ai fait partie de ces idiots qui ont un certain espoir de se dire que Orochi était mort. En un sens, la mort comme ça d'Orochi, pour moi, elle était belle parce que ce n'était qu'un pantin. Ce n'était pas qu'un faire-valoir, mais c'était qu'un débile du début à la fin. Et elle marquait la déchéance de ce clan des Kuruzumi. Et c'est pour ça qu'en un sens que moi, j'avais accepté la mort de Orochi. Et non, Orochi est encore venu, et oui, c'est sûr que c'était téléphoné par rapport aux fruits et tout, mais il y avait cet espoir au fond de moi que Eiichiro Oda nous troll justement, nous disant Orochi il est mort, parce que Orochi en un sens, et c'est là où je vous ai eu, n'était qu'un personnage secondaire de l'intrigue. Ce n'était pas l'antagoniste principal, ce n'était seulement entre guillemets, qu'une merde. Une merde que j'ai créée comme ça dans son schéma narratif, parce que dans le schéma narratif de Orochi, c'est quand même une merde du début jusqu'à la fin. Le fait qu'il soit mort comme une merde, en un sens, c'est la meilleure chose qu'on pouvait lui faire, parce que ce personnage ne méritait pas un retour ou un truc grandiose. Après, Eiichiro Oda décide de le faire revenir, tant mieux. Il n'y a aucun souci, je ne crache pas sur le fait qu'il revienne. C'est juste que il revient en 3 cases. Et on repasse sur autre chose. Si ça, c'est pas du rush, il n'y a pas eu de choses qui ont été mises en place dans des chapitres précédents où on aurait eu une voix, on aurait eu une ombre, on aurait un truc qui aurait pu nous amener au Orochi. C'est un truc avec Fukurakuju, qui aurait fait un truc, qui aurait mis en place une sorte de rituel ou un truc pour le faire revenir, ou par rapport à un dialogue qu'il aurait eu par rapport à la connaissance du fruit d'Orochi, en disant il est intéressant que je fasse quelque chose maintenant, vous voyez. Non, là, on a ce débile profond que je déteste. Je crois que c'est l'un des personnages que je déteste le plus. Je veux dire, il y avait Spandam que je détestais, mais là, Orochi, c'est un truc absolument de taré. Là, encore une fois, on sent le rush. Là, on a eu 3 choses. On a eu 4 choses. Le retour d'Oden, la mort de Ashura Doji, le combat de Inuarashi et Jack. Et là, on a maintenant en une page, on a le retour d'Orochi. Et sur une autre page, qu'est-ce qu'on a ? On a l'explication d'un putain de pouvoir que, pareil, on avait quand même vu venir depuis pas mal de temps. Celui-là de Momonosuke qui est en train de devenir cette balance par rapport au schéma qu'il y a sur le timer, parce qu'on peut parler aussi du timer avec le... Je sais pas pourquoi ils font brûler un château, parce qu'on a déjà le timer avec l'île de Nigashima qui est en train d'arriver sur Wano Kuni. Et encore une fois, rappelez-vous une vidéo que je vous ai fait très très longtemps, mais je vous avais parlé justement de Momo qui pourrait, grâce à son pouvoir, soutenir l'île. On a encore Momo qui a ce pouvoir d'entendre toute chose, qui a ce acquis de l'observation qui est hyper évolué. Ah, pareil, là, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut voir aussi une évolution du acquis de l'observation qui peut avoir plusieurs branches. C'est-à-dire que tu as le acquis de l'observation de base, et après, tu as plusieurs branches qui sont en train de se mettre. La branche où tu peux percevoir le futur, et là, tu as une autre branche où tu peux percevoir toute chose. Tu peux entendre les choses te parler. Pourquoi ? Parce que ton acquis d'observation est tellement puissant
que tu as une connexion involontaire avec les éléments. Et là, on est encore au-delà de ce qu'avait Roger. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que ce Momo, il n'a que 8 ans. Et il a déjà ce pouvoir qui est absolument fou. C'est-à-dire que Momo, on a le pouvoir de son fruit qui nous a été teasé avec le CP0 qui avait dit que ce qu'a fait Vegapunk, c'est directement par rapport à l'ADN de Kaido. Donc, on a un Momo qui peut avoir la puissance de Kaido et en plus avec un haki de l'observation qui est absolument dingue, le pouvoir aussi de faire des nuages pour soulever, mais enfin bref, Momo chapeau. Et là on arrive sur le final, sur le toit. Le truc qui est vraiment excellent, c'est qu'on est toujours dans cet aspect jeu de rôle, où on arrive face à non pas un boss, mais 2 boss, et il faut qu'on arrive à les séparer pour pouvoir les neutraliser. Et en un sens, c'est ce que je vous disais aussi il y a quelques temps par rapport à WoW, mais aussi par rapport à Final Fantasy. Des fois, ce qui se passe, c'est que tu avais le tank qui était juste devant, et derrière, tu avais la Magico Slider, et c'est exactement ce qu'on a avec Kaido et avec Big Mom. Tant que ce duo est présent, tant que tu n'as pas neutralisé une des personnes, eh bien, tu ne peux rien faire. Déjà, on a eu encore une fois un truc de rush qu'on pensait pas du tout que Ichiroda allait faire. C'est-à-dire que quand on voit plusieurs chapitres bien avant où Luffy dit « Ok les gars, j'ai besoin de 10 minutes pour reprendre mon énergie », on pensait que ça allait vachement traîner, que Ichiroda allait faire des dessins avec plusieurs attaques où tu vois les supernovas qui sont en train d'en chier comme des dingues. Et là, non, parce que là, on arrive directement sur le haut du toit et Luffy est encore en train d'attaquer comme un malade. C'est-à-dire que ça s'est fait sans qu'on le voit. Et encore une fois, on sait qu'il y a la Toei qui va jouer énormément là-dessus. La Toei va nous montrer justement cette course contre la montre pour pouvoir permettre à Luffy de reprendre son énergie. Les supernovas, on voit qu'ils sont en train d'en chier. D'ailleurs, j'aime bien, là, on voit qu'il est plus avec son robot, Kid. On voit qu'il a un bras avec plusieurs lances. On a le Luffy qui est en mode complètement débile, et ça, c'est un petit peu chiant, parce qu'il n'y a toujours pas cet aspect analytique. Lui, il dit, tant pis, on fonce, ce ne sont que des humains. Mais non, ils sont au-delà des humains. On l'avait déjà vu avec Big Mom, qui déjà étant jeune, elle était invincible et qu'il fallait lui faire un choc émotionnel pour qu'elle puisse avoir un petit moment de faiblesse où son armure n'était plus activée involontairement. La relation qu'il y a entre Zoro et Zoro et Sanji, j'allais dire mais non, Zoro et Luffy, elle est vraiment bonne. Il dit mais arrête de faire le con, arrête de poncer comme un taré, on peut pas, ils sont trop puissants. On a l'autre qui dit il faut quand même réussir à en isoler un, donc encore une fois ça avait été sous-entendu, c'est-à-dire que par rapport à son pouvoir, peut-être qu'il va pouvoir amener Big Mom à un autre endroit et après on va avoir les supernovas qui vont se séparer. Et ce qui serait génial, c'est qu'on puisse avoir le combat contre Kaido de Luffy et de Zoro. Même si franchement Kid a quand même une très très grosse revanche à prendre sur Kaido. C'est ça que j'ai bien aimé, même si c'est qu'à travers qu'une seule case, il y a cette puissance des empereurs qui est bien au-dessus des supernovas. Sauf que on a la forme hybride de Kaido. Et là je vais revenir dessus parce que je l'ai lu dans vos commentaires, je ne suis pas le seul à avoir trouvé cette transformation simple. Le problème qu'il y a ici, c'est encore une fois la mise en place d'Oda à travers un teaser. Il nous a teasé une forme dans l'ombre de Kaido où on pouvait imaginer un truc hyper badass. Il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison entre la forme de Kaido et la forme de Luffy. Je m'excuse, mais Luffy est un simple humain. Et quand il passe en forme hybride, il a son visage qui est à moitié animal, il a une corpulence qui est absolument dingue, qui peut varier plus ou moins grosse en fonction de l'agilité, en fonction de la force qu'il peut mettre en place, mais il y a une très grosse différence entre le Luffy humain et le Luffy hybride. Quand tu prends Kaido ici, Kaido, quand il est entre guillemets humain, il a déjà des caractéristiques bestiales. On a l'impression un petit peu qu'il est déjà en mode presque hybride par sa moustache, par ses cornes et tout. Là, il y a quoi qui a été rajouté? Il y a deux cornes, des griffes, une queue, des pattes avec des griffes. C'est-à-dire que Kaido, à la base, c'est déjà un putain de monstre. Regardez Diaz Drake, quand il se transforme en mode hybride, il y en a qui disent « J'ai pas aimé du tout la forme de Diaz Drake, j'ai adoré la forme de Diaz Drake parce qu'encore une fois, on a un putain d'humain qui après se transforme avec une gueule de dinosaure. »
En gros, le problème qu'il y a, c'est le fait que Kaido ait toujours cette tête humaine. Et il reste humain. On n'est pas dans une forme hybride. Il y aurait eu une gueule en forme de dragon. Ça aurait été excellent. Avec des écailles ou avec des trucs dans le dos, je sais pas moi. En gros, c'est tout ça pour ça. Le Kaido qu'on a là n'est pas énormément différent du Kaido normal. En plus, il faut savoir que c'est un cliff de fin. Donc c'est un truc où il doit nous en foutre plein la gueule. Et en plus, encore une fois, on a eu au moins 5 révélations au préalable. Donc celle-ci a fait un petit peu... Alors par contre, heureusement qu'il y a le Luffy final avec la punchline de malade, avec son sourire et il parle de l'enfer. J'en suis revenu plusieurs fois. Je maîtrise maintenant. Chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Le Kaido qui est en train de parler, on sent qu'il a un respect envers Luffy. Les autres ne sont que des pirates qui jouent aux pirates. Mais à travers cette phrase ici, Oda est en train de nous montrer que Luffy est au-dessus des autres. L'enfer, j'en suis revenu. Alors là, c'est un truc final. Et rappelez-vous, il avait dit contre Doflamingo qu'il avait battu des monstres absolument incroyables sur l'île. Il a peut-être encore... On souhaite qu'il ait encore une transformation, un truc de malade qui va se faire. Le final, avec ce sourire de Luffy, ça a été un moment de joie qui vient clôturer ce chapitre intense, hyper intense, d'une façon absolument magnifique. Et c'est ça qui vient finir en apothéose ce chapitre absolument de dingue. Et malgré toutes les critiques que j'ai pu faire au préalable, si vous avez continué à avoir le courage de m'écouter jusqu'à ce moment présent ici, je tiens à vous dire que j'ai adoré ce chapitre. Parce que il arrive à terminer, et même s'il a fait certaines erreurs, de moi d'un point de vue lecteur, hein, bien sûr, d'un point de vue l'analyse que j'ai de ce chapitre, Eiichiro Oda arrive toujours à nous rendre, à nous donner ce sourire, à nous donner cette hype, à nous donner cette envie de lire et de vouloir la suite. On a peur, parce qu'on sent que Eiichiro Oda, lui-même, à 46 ans, se dit « Je dois avancer un peu plus vite mon manga pour pouvoir le terminer avant une certaine échéance. » Et on sera toujours là à le soutenir. One Piece, c'est du bonheur. Le fait de ne pas être un fanboy aveugle qui va dire amen à tous les choix d'Eiichiro Oda est aussi, comme je l'ai expliqué durant un live avec Léo et Max, j'ai eu un réveil à un moment, et le fait de voir qu'il y a certains défauts, encore une fois, à mon niveau, rend cette œuvre encore plus humaine. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Vous, dans les commentaires, dites-moi comment vous avez ressenti ce chapitre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas les entre vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.